se retrouve où? Il se retrouve au Tchad. Et c'est ce qu'a expliqué. Quand à un moment donné, les Tchadiens, dans les confins les plus reculés de N'Djamena, ont vu une déferlante de soldats français qui écumaient les rues, montaient, descendaient. Ils disaient, vous êtes venus faire quoi chez nous? Qu'est-ce qui se passe? L'une des révoltes, je crois, du mois de mai dernier, c'était ça, le mobile. Et vous avez vu, quand ces révoltes-là ont pris de l'ampleur, les manifestants tchadiens se sont attaqués à quoi? Ils sont attaqués au symbole de la présence française. Les monuments du passage des Français à Bétier ont été détruits et ça, c'est grave en termes de symbole. Donc je pense sincèrement que nous sommes dans une nouvelle phase. Ce que nous demandons, quand je dis à un gouvernement comme le gouvernement du président Mahamat, en qui nous avons fondé beaucoup d'espoir, au vu d'ailleurs la manière tragique dont son père a disparu, nous lui disons, vous devez faire attention. Vous devez faire attention et si vous avez le courage, on dit qu'il peut le plus, peut le moins, mais si vous avez le courage de dire à un ambassadeur d'Allemagne qui veut s'immiscer dans les affaires intérieures du Tchad, foutu le camp, vous devez avoir le même niveau de courage pour dire à la force Barkhane, à défaut de vous chasser tout de suite maintenant, je refuse que vous continuez à être la base arrière de la déstabilisation d'un pays tiers, comme on a vu avec cette affaire des frappes d'un aéronef militaire sur le Centrafrique, en détruisant et non seulement les infrastructures militaires, mais même économiques. Parce que n'oubliez pas que cet aéronef avait bombardé aussi une cotonnière du côté de la République centrafricaine. Il faut donc que le président Mahamat et Idriss Déby aient ce courage de dire aux Français, nous n'accepterons plus jamais que votre base militaire, ici d'ailleurs, je crois que ça pose déjà problème. Quand est-ce qu'on va évacuer finalement cette base militaire française? Mais que surtout, vous ne vous serviez pas de cette base militaire française pour lancer des opérations de déstabilisation d'un pays frère, comme c'est le cas aujourd'hui avec la Centrafrique. Et ça, c'est à l'aune, n'est-ce pas, de ce niveau de décision qu'on pourra juger de la volonté, n'est-ce pas, des autorités tchadiennes de se lancer, comme nous le réclamons, Bertrand et tous les autres qui occupent vos plateaux, à nos dirigeants africains. Ne vous laissez plus faire. Ne vous laissez plus marcher sur les pieds. Parce que les temps ont changé. Vous ne pouvez plus être dans un environnement comme le nôtre aujourd'hui, avec les indicateurs qui virent au rouge. Je dis au gouvernement tchadien, ce n'est pas seulement quand les gens touchent aux questions qui concernent les questions de votre pouvoir, que vous devez faire preuve de dignité pour mettre en avant la question de votre souveraineté. Vous devez la mettre en tout temps. C'est comme ça qu'on respecte les gens. On ne respecte pas les gens, n'est-ce pas, en fonction des circonstances. On respecte les gens parce qu'on se rend compte que ce monsieur qui est en face de nous a des principes. Et des principes qu'il faut respecter. Quand, de manière plus ou moins volage, par moment vous acceptez qu'on vous crache au visage, et c'est quand vous sentez que peut-être là maintenant on commence même à tenter à votre propre vie, parce que quand je parle de vie, c'est l'existence de ce gouvernement, c'est seulement que vous réveillez. Je dis, je vais bien, mais j'ai l'impression qu'il faut qu'on monte en puissance en Afrique pour nous faire respecter. On ne va pas nous faire respecter en fonction des jours, en fonction des humeurs, en fonction des intérêts. Non, c'est une question de principe. D'accord. On se fait respecter ou pas? Oui, monsieur Tassine. Disons que je suis parfaitement d'accord avec
M. Parfendom, il a raison. Il rappelle les grands principes de la diplomatie et il rappelle aux Africains à leurs responsabilités. Eh bien, sauf que le Tchad, c'est un pays très convoité. Tout à fait. Pour deux raisons. Le Tchad a une armée solide et c'est un allié sûr de l'Union européenne dans ce qu'ils appellent la lutte contre le terrorisme. Ils ne peuvent pas, au moment où nous parlons, se passer du Tchad. Deuxième des choses, rien que Doba, c'est 1,5 milliard de réserves de barils de pétrole. Je parle uniquement du puits de Doba. On en parle de 4 puits de la valeur de Doba, dont on estime à pratiquement 1,5 multiplié par 4 en termes de réserves de barils de pétrole. Si on va plus loin au nord du Tchad, c'est des réserves d'or à n'en plus finir. Vous savez, dans la vie, quand vous êtes convoité, quand vous êtes une dame convoitée, la gestion de la convoitise de certaines personnes vis-à-vis de vous, la gestion de vous, de cette relation de convoitise, peut vous amener à domestiquer les convoiteurs, si on peut appeler comme ça. Au point où le Tchad, dans sa façon de se faire respecter, dans la gestion de cette relation, de cette nouvelle donne, peut arriver à domestiquer ces pays. Souvenez-vous du père Bongo. Le père Bongo est une créature de la France-Afrique. Mais sauf qu'à la fin, le père Bongo arrivait à faire destituer les ministres en France. Un ministre de la coopération française va se permettre de dire « On en a marre de cette France-Afrique ». Que va faire le père Bongo? Il va appeler Jacques Chirac, il va appeler M. Nicolas Sarkozy. Il dit « Je ne veux plus de ce monsieur ». M. Nicolas Sarkozy non seulement va faire virer ce monsieur, va prendre M. Joandé, mettre le nouveau ministre de la coopération et dire « Amène-le à Libreville ». M. Guéant. M. Guéant va amener M. Joandé et va demander à M. Guéant « Prendre la vie » du patriarche Bongo. Et c'est le patriarche Bongo qui dira à M. Guéant, oui, on peut accepter ce monsieur. Vous voyez donc que sur la fin, on se demandait qui tenait qui. Est-ce que c'est la France qui tenait le père Bongo ou c'est le père Bongo qui était devenu extrêmement influent au sein de la politique française? À partir de là, nous disons au Tchad, oui, c'est bien. C'est bien. L'Allemagne, je dis, j'ai regardé sur tous les sites. C'est zéro la coopération allemande. C'est un grand pays de l'Union européenne. Mais en même temps, ce n'est pas un pays trop influent au sein de la CEMAC. Même quand vous regardez la coopération avec le Cameroun, l'Allemagne, le Cameroun peut se passer de la coopération allemande. C'est bien, nous construisent des puits. Ils financent ce qu'on appelle l'autonomisation des femmes. Ils financent les hôpitaux dans les zones rurales. Ils peuvent financer la jeune entreprise. Vous croyez honnêtement que si le Cameroun décide de doper ses relations avec la Turquie et l'Inde, et même le Nigeria, même au sein de la CEMAC, on ne peut pas trouver des pays qui viennent véritablement nous remplacer cette forme de ce que j'appelle de coopération tropicale? C'est bien, c'est un pays qu'on aime bien. Il y a des milliers d'étudiants africains en Allemagne. L'Allemagne a été un pays dont les colonies ont été dépossédées. C'est un pays généralement modéré et pondéré. Mais nous disons à l'Allemagne de respecter nos pays. Ils sont bien première puissance économique en Europe. Ils ne sont pas première puissance industrielle dans le monde. Donc si l'Allemagne ne veut pas se conformer à ce que j'appelle la déontologie diplomatique, eh bien on demande à ce fonctionnaire tropical de partir. On demande à ce fonctionnaire tropical de partir. D'ailleurs, ça a été aussi comme un avertissement aux ambassadeurs de 4 pays. Je vous donne les pays. Oui, allez-y. La France, l'Espagne, les Pays-Bas et le haut représentant de l'Union européenne. Donc cette expulsion a sonné comme un avertissement à ceux-là. Parce qu'ils étaient intégrés dans ce petit groupe de ce que je peux dire de mauvais diplomates à critiquer les problèmes du Tchad. Et à force d'avoir appelé à l'ordre ces ambassadeurs, le Tchad a décidé de commencer par l'ambassadeur de l'Allemagne qui allait un peu loin. Donc vous voyez donc que ça très vite rangé les autres. Le haut représentant de l'Union européenne, de la France, dont le président Parfendom vient de dire que c'est je te tiens, moi tu me tiens. C'est-à-dire autant la France est influente dans la politique tchadienne, autant effectivement le Tchad est influent dans la politique française, dont on se tient par la barbichette. Et le haut représentant de l'Union européenne. Donc ça a mis tout le monde au pas. Donc c'est ce que nous disons à la diplomatie tchadienne. Nous disons même à la CEMAC. Et je pense que le président Déby a eu ce courage parce qu'il y a quelques mois, il vient d'avoir un soutien appuyé de ses pairs de la CEMAC. D'accord. Dans le communiqué final qui a conclu la rencontre de Yaoundé sur des questions économiques, eh bien, il était dit que la CEMAC apporte un soutien politique appuyé au Tchad. À partir de là, il s'est dit, il vaut mieux pour moi
avoir un soutien appuyé de mes pertes, la CEMAC. D'abord, avant d'avoir un soutien de l'Allemagne. Encore que dans des négociations avec le Fonds monétaire international, vous savez ce que les pays européens ont demandé au Tchad? D'aller faire restructurer sa dette avec la Chine et d'aller au Fonds monétaire international. Où était donc cette Allemagne très généreuse de dire au Tchad que, effectivement, dans le cadre d'une coopération bilatérale, on peut vous faire un appui. Pas 5 francs, mais ils veulent se mêler des affaires intérieures des pays. Ça n'existera plus, cela ne se passera plus jamais comme ça. Monsieur Ndom. Oui, mais écoute, je crois qu'on dit pratiquement la même chose. Ce que j'ajoute, si je peux le dire comme ça, comme attitude à avoir, il faut que nos pays aient des principes. Il faut qu'on ait des principes. C'est-à-dire, C'est-à-dire que on ne peut plus tolérer que on ne soit, j'allais dire, regardant, on ne puisse exprimer notre désaccord, notre colère dans l'intrusion et dans l'attitude des diplomates étrangers et même des pays tiers, que quand ces diplomates ou bien ces pays-là opèrent des critiques sur notre gouvernance et mettent des doutes sur notre capacité à diriger le pays. Mais sur d'autres aspects de la vie, ils sont dit de faire n'importe quoi. J'aurais bien aimé que le gouvernement tchadien ait la même réaction qu'elle a eue aujourd'hui, parce que sa gouvernance est critiquée. Quand on lui comme tu viens si bien de le dire, lui a demandé d'aller voir le FMI, la Banque mondiale pour... mais pourquoi? Mais qui sont-ils? Au contraire, qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que nos programmes économiques sont pratiquement sous tutelle. S'ils ne reçoivent pas l'accord de la Banque mondiale de l'FMI, vous pouvez être sûr que le ministère des Finances ne pourra pas bouger, ne pourra rien faire. Non, donc nous sommes dans une dynamique, Bertrand. Ce que je remarque le plus souvent, c'est que quand on critique des questions qui ont un rapport avec la gouvernance de ce chef d'État, qui comment dire ça, qui s'énerve. Non. Il faut qu'ils comprennent que chaque pays, chaque environnement a quand même des principes. Au Qatar, par exemple, vous avez ça, un ambassadeur américain qui s'est dit publiquement LGBT. Vous avez vu son dernier documentaire où vous dit qu'il aime le Cameroun. Vous n'avez pas encore vu, je vais vous l'envoyer. Pour vous montrer comment il aime le Cameroun. Il connaît le Cameroun depuis, il est là depuis, mais il est LGBT. Sauf que dans certains pays, Manuel Assike, je peux prendre le cas du Qatar, si vous n'êtes pas marié, vous ne pouvez pas mettre pied au Qatar en tant que diplomate. Impossible. Vous devez vous marier avec une femme, pas avec vos faux mariages d'aujourd'hui. Mais ils ont bien le loisir de franchir allègrement, n'est-ce pas, ces codes diplomatiques, en forçant les cultures des autres, en forçant les civilisations des autres, et en faisant ce qu'ils veulent. Vous voyez? Justement, parce qu'aujourd'hui, ils sont à la recherche de ce carburant qui fait tourner leur industrie, le pétrole, le gaz. Et que nous en avons. Nous devons aujourd'hui être en capacité de leur dire ça, on veut, ça, on ne veut pas. Mais il ne faut pas seulement qu'on le dise, quand on dit Manuel, on te veut placer siège. À ce moment, on se défend bec et ongle, comme une bête enragée qui défend son petit strapontin. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est d'avoir des attitudes, des principes de dignité que vous refusez qu'ils soient piétinés. Je me rappelle le président Laurent Gbagbo. Une année, j'oublie l'année, Bertrand, s'il a encore la mémoire, je ne vais pas me le rappeler, la France fait des notes et demande aux Allemands africains d'aller défiler à l'Élysée. Gbagbo dit non. C'est vous qui devez défiler, venez défiler chez nous. Parce que c'est grâce à nous que vous avez été libres. Vous donnez des injonctions, on attend les armées africaines dans la Côte d'Ivoire pour venir défiler, je crois, le 14 juillet à Paris. Pourquoi? Au nom de quoi? Vous voyez? Et je peux vous dire, ça a été l'un des mobiles qui ont outré M. Sarkozy et décidé de destituer le président Gbagbo. Et même de l'éliminer. Malheureusement, il n'a pas réussi. Donc, quoi que cela puisse vous en coûter, je continue de dire, les autres ne vont nous respecter que quand ils ont l'impression que nous-mêmes nous respectons. Se respecter veut dire être au service de son peuple en toute humilité, mais surtout avoir des principes républicains
et dont vous n'accepterez jamais que quelqu'un puisse franchir allègrement. Ça, il faut qu'on se le dise. C'est seulement comme ça que le regard des autres va changer vis-à-vis de nous. Et vous me direz, c'est une première étape. J'ai applaudi d'ailleurs. Oui. Mais en fait, c'est une bonne chose. Même si on se J'ai applaudi. demande depuis, hein, Oui. peut-être on y reviendra parce qu'on va faire un petit décrochage depuis la RCA. Si M. Bertrand Tatinda a dit que c'est un signal qui est envoyé à certaines représentations, ambassadeurs, France, Union européenne et tout, mais justement, on sait que depuis, il y a par exemple entre autres une base militaire française très stratégique d'ailleurs du côté du Tchad, et pourquoi est-ce que, c'est pour ça qu'on se demande si c'était la France par exemple, est-ce que la réaction aurait été effectivement la même justement à ce moment? That is a question. Oui. That is a question. Vous comprenez? That is a question. C'est pour ça que je dis, bon, mais on dit pour défaire un système. J'ai envie de compléter. Est-ce que l'ambassadeur de France au Tchad, aujourd'hui, dans le contexte actuel, peut aller aussi loin qu'aller l'ambassadeur d'Allemagne, sachant effectivement ce que le Tchad représente pour la France. Donc, c'est pour ça que je dis, le grand frère Parfendom le sait, il explique tout le temps, que d'ailleurs, il a même si bien expliqué lors de nos journées panafricaines sur Yaoundé, on est dans un nouveau contexte. Vous savez qu'à une époque, le simple fait de critiquer la France, on vous liquidait. Effectivement. Près de 400 interventions françaises dans lesquelles on met les assassinats de chefs d'État, les assassinats des chefs de gouvernement, des assassinats des ministres, des interventions militaires, des soutiens à des mouvements rebelles. Oui. Nous sommes comme à une nouvelle ère où on parle plus de multipolarité. Et j'ai l'impression que ça donne du zèle et ça donne des espaces d'opportunité à nos chefs d'État qui comprennent qu'ils peuvent se négocier de nouvelles alliances stratégiques et parler fort. Regardez le cas du Mali. S'il n'y avait pas un pays comme la Russie, c'était un embargo au Conseil de sécurité, une intervention militaire et on n'en parlait plus. Oui. On n'en parlait plus. Je suis convaincu que si le président Kadhafi avait vécu à ce moment-ci, il ne serait pas arrivé ce qui est arrivé à la Libye. Parce qu'il se serait rapidement rattrapé sur une nouvelle alliance stratégico-militaire avec le nouveau bloc émergent. Je peux appeler comme ça. Et ça aurait été très compliqué. Comment on aurait pu faire passer la résolution de survol aérien du territoire libyen? Elle ne serait pas passée. Et il a fallu faire passer cette résolution. Il a fallu mettre la Libye sous embargo pour affaiblir les capacités libyennes de se défendre. Exactement ce qu'ils ont fait au président Babou. Donc, on comprend aujourd'hui que le Tchad se dit, il y a une nouvelle opportunité. La preuve est au Tchad. Traque beaucoup le Tchad. Explique que le Tchad est un partenaire de la Russie. Oui. Le Tchad a commencé même à acheter du matériel militaire russe. Je suis très convaincu qu'ils seront présents à la mi-juin au sommet russo-afghan. Dont le Tchad, je crois, grand frère, a une opportunité aujourd'hui de pouvoir hausser le ton. Mais sur le plan économique, voilà là où il y a le problème. Et c'est là où le sommet de Yaoundé nous a un peu déçus, nous les panafricanistes purs et durs. Au vu de ça, de ces nouvelles opportunités, de même la Russie qui dit qu'on peut même, on peut commercer en rouble. Pourquoi vous tremblez? On peut commercer nous et vous en rouble, en yuan, en roupie. Vous l'avez dit dans vos introductions. Qu'est-ce que vous avez avec un attachement quasi viscéral de ce franc CFA qui vous attache pieds et mains, vous lit votre diplomatie, lit vos orientations économiques et vous restez des éternels mendiants, des éternels pauvres. D'accord. Je suis d'accord avec le grand frère qui insiste là-dessus, qu'il ne s'agit pas seulement dans les questions géostratégiques, surtout sur les questions économiques, de dire que mais comment on fait? Donc, espérons, et le silence des pays de la CEMAC montre qu'ils soutiennent le Tchad. Dans cette démarche diplomatique qui consiste pour l'instant de faire rapatrier l'ambassadeur d'Allemagne. Le ministère des Affaires étrangères du Tchad explique et insiste qu'il ne s'agit pas d'une rupture de relations diplomatiques. Justement, on va sortir avec... D'ailleurs, ça se discute en coulisses entre les deux États. Je crois que dans les jours qui viennent, Berlin va briefer son ambassadeur et lui dire véritablement d'être un peu posé. On sortira justement avec ça avant justement d'aborder la seconde thématique. Mais avant, on va aller du côté de la République centrafricaine retrouver Bachir Ladan qui y est 4 mois seulement après leur visite, leur dernière visite du côté
de Bangui, les BRICS Alliances sont de retour dans la capitale centrafricaine avec des projets concrets et des opérateurs économiques venus des quatre coins du globe. La séance de travail tenue donc le 11 avril au palais présidentiel nous donne justement une idée de la capacité d'investissement des partenaires du président centrafricain, Faustin Archange Touadéra. Avec vous, Bachir Ladan, on en parle ce matin. Bonjour, est-ce que vous nous recevez? Bonjour, Tiki Ndoumbe. Bonjour à tout le plateau. Bertrand Tachida, Patient Parfendon. Effectivement, on vous reçoit 5 sur 5 d'ici Bangui, la capitale centrafricaine. Alors, Mohamed Bachir, comment se déroule cette deuxième visite de la délégation de l'Alliance internationale des BRICS du côté de la République centrafricaine? Alors, première des choses, il faut rappeler qu'il s'agit bel et bien d'une opération à la fois diplomatique et économique de l'Alliance internationale des BRICS. Et c'est justement, comme vous l'avez si bien introduit, la deuxième visite des BRICS en seulement 4 mois. C'est inédit quand même dans les démarches souvent opérées par les organisations internationales, sauf celles qui démontrent naturellement du sérieux dans ce sens-là. Eh bien, en attendant donc les conclusions de cette visite de l'Alliance des BRICS internationale, il faut noter que les hôtes du président Faustin Archange Touadéra ont décliné un certain nombre de projets qu'ils ont choisis avec le gouvernement centrafricain, les projets qu'ils vont non seulement financer et accompagner, et ce sont des projets qu'ils ont qualifiés de projets stratégiques. Et la présidente de l'Alliance internationale de BRICS, Larissa Yelensova, qui conduit cette délégation de plusieurs nationalités. C'est une précision très importante ici parce qu'il faut bien le rappeler. La délégation qui accompagne la présidente Larissa Yelensova est composée à la fois de tous les membres des pays BRICS, mais aussi d'autres pays tels que les Émirats arabes unis, avec une grande entreprise des Émiratis qui est là dans le domaine notamment minier, sans compter les Indiens qui sont également représentés et naturellement les Russes qui composent la plus forte délégation. Alors, et qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos des projets qui ont été retenus et comment est-ce que ces projets vont être justement mis sur pied? Comment est-ce qu'ils vont se dérouler? Alors, ces projets, il faut bien rappeler, et je parle là sous le contrôle aussi de Bertrand Tachida qui a un regard dans un secteur bien important, c'est le secteur minier. Oui, le secteur minier a été fortement, mais alors fortement sollicité parce que, il faut bien le dire, la RTA est en voie de constituer une véritable réserve d'échange et donc des réserves d'or. Vous en dites très bien. Allô? Allô? Des soucis de communication malheureusement avec vous, Bachir Ladan, on ne vous entend plus. La réalisation, est-ce qu'on peut retourner du côté de Bangui? Alors, Bachir Ladan, je ne sais pas si vous m'écoutez. Si oui, réactivez votre micro. On va peut-être réessayer. Allô? D'accord, on va essayer de nous reconnecter avec Bangui, peut-être pour avoir ces détails avec Bachir Ladan en ce qui concerne les projets qui ont été retenus et comment est-ce que ces projets vont se faire tout à l'heure. La réalisation va certainement nous tenir informés lorsque la connexion sera rétablie. On rappelle justement que de ce côté-là, comme on a si bien vu, du moins on a écouté Bachir, il s'agit donc de paraffer un certain nombre d'accords de financement de projets stratégiques avec l'État centrafricain. On parle de la deuxième visite en seulement 4 mois. On espère en tout cas que d'ici là, la technique du côté de Bangui sera bien sûr rétablie. On sort de cette première thématique. En attendant, monsieur Bertrand Tatindan est en train de sortir ou alors discuter avec vous sur justement ces différents pays, la réaction qu'aurait peut-être pu avoir N'Djamena si cela avait été un autre acteur en face. Oui, c'est ce que je dis. Et d'ailleurs,
le bref intermède de Bachir Ladan nous montre les réactions qu'on attend des pays développés qui ont une économie plus structurée et plus forte que la nôtre, quand nous avons des difficultés. Le Tchad a fait face à 2 véritables inondations dans la capitale N'Djamena. Ça a été extrêmement difficile. Le Cameroun y allait même par un soutien humanitaire, par la protection civile nationale. Le Niger est arrivé. J'ai pas retenu une intervention prépondérante, vraiment de grande ampleur de l'Allemagne. Vous savez, en amitié, il faut équilibrer aussi les amitiés. C'est-à-dire, c'est bien beau l'Allemagne. Je dis que nous avons besoin de l'Allemagne. C'est un pays qui apporte beaucoup à l'Afrique, qui forme beaucoup de cadres africains, mais ça doit se faire dans un respect mutuel. Aujourd'hui, rien que ce terme de multipolarité change tout, même dans le langage diplomatique, dans les attitudes économiques, dans les comportements, dans la gestion des pouvoirs, dans les rapports qu'on peut avoir à l'autre. Donc, vous ne pouvez pas, parce que vous êtes grand pays, vous permettre d'avoir une forme de comportement, mais ce n'est pas dans la tradition allemande. Moi, j'explique toujours, c'est ce que j'appelle la médiocrité de la diplomatie européenne. Ce sont ce que nous disons des fonctionnaires tropicaux. Parce que l'Allemagne, c'est un pays respectueux, c'est un pays sérieux, c'est un pays discipliné. D'ailleurs, je suis convaincu que le chancelier va briefer son fonctionnaire et lui dire « j'aimerais plus que cela se répète ». Parce que je vous rappelle quand même que c'est 1,5 milliard de réserves de barils multipliés par 4. On ne peut pas parler de crise diplomatique. On ne peut pas parler... Bon, disons qu'on parle d'embrouille, on parle de fâcherie, entre guillemets, mais on ne parle pas de crise diplomatique et de rupture de relations diplomatiques. Mais le Tchad, par cet acte-là, donne un sérieux avertissement à l'ambassadeur de France, d'Espagne et des Pays-Bas et du haut représentant de l'Union européenne. Un avertissement aux autres représentants, peut-être pour sortir d'Ancôme. Peut-être il ne faudrait pas, entre guillemets, s'alarmer sur la situation. Il ne s'agit peut-être pas d'une crise diplomatique, voilà, d'une brouille, oui, mais qui, avec le temps, pourrait bien sûr s'arranger. Non, c'est une crise diplomatique. Vous pensez que c'est une crise? Si, c'est une crise diplomatique. Pourquoi? Mais parce qu'il y a le simple fait qu'il y a la réciprocité. Mais lorsqu'on va du principe que effectivement c'est un principe... Non. Sous d'autres cieux, on aurait pu avoir une autre attitude. Ce n'est pas mécanique, ce n'est pas tout le temps mécanique. Vous pouvez expulser mon ambassadeur, et moi j'estime, et ça s'est vu, même entre les superpuissances, j'estime que bon, vous êtes peut-être énervé, c'est-à-dire votre décision au-delà de votre pensée, et que vous allez revenir des meilleurs sentiments le plus tôt possible. Mais là, il suffit de tic au tac. Mais lorsque le Tchad dit qu'il ne s'agit pas d'une rupture diplomatique, donc c'est un langage diplomatique. Mais nous sommes en diplomatie. En diplomatie, les mots sont toujours très bien enrobés, on pollue toujours les angles, c'est comme ça. Mais là, nous sommes dans une crise diplomatique, il ne faut pas le nier. Crise diplomatique ne veut pas dire rupture diplomatique. Tout à fait, mais là, nous sommes en crise. C'est une crise diplomatique entre ces deux pays et nous espérons que très rapidement, les gens reviendront de meilleurs sentiments et ils comprendront bien que chacun, aujourd'hui, est décidé à défendre non seulement ses intérêts, mais surtout sa dignité. Donc, je crois que de ce point de vue-là, j'applaudis, mais j'aimerais applaudir davantage jusqu'à rompre, comment dire ça, que le Tchad aille un peu plus loin. La peau des mains, que le Tchad aille plus loin. Parce que comme les gens, je suis sûr que les téléspectateurs se posent certainement cette question, et si c'était la France, le Tchad pourrait-il avoir la même attitude? C'est ça le problème. Or, le fond du problème, il est là. Il est là. Je dis que c'est une très bonne chose, parce que moi, contrairement à Bertrand qui est complètement entier là-dessus, moi je ne suis pas tout tranché entier là-dessus, je dis que oui, l'Allemagne a un certain pouvoir en Afrique, une certaine influence en Afrique. On ne peut pas le nier. On ne peut pas le nier parce que même la formation dont tu fais état, ce n'est pas rien. C'est quelque chose de très important. Comment on va faire pour mettre en mouvement et capter cette masse critique-là si on est incapable d'envoyer nos enfants se former dans les institutions les plus importantes en attendant que nous soyons capables de tout faire localement. Mais ils vont voler le feu, comme on dit. Et ça, on ne peut pas dire que l'encadrement et la formation allemande soient les moins capés quand même, non seulement en Occident, mais même dans le monde. Donc on ne peut pas dire que c'est rien. Mais
je continue d'insister lourdement. C'est une question de principe. Il ne faut pas que ce principe soit appliqué à tête chercheuse. Si on veut se respecter, c'est une question de principe. Que ce soit l'Allemagne, que ce soit la France, l'Union européenne, l'Espagne, tout ce que vous me dites là, bon, l'Espagne encore moins. Je ne sais pas à quoi c'est la coopération avec un pays. Aujourd'hui, on estime que l'on peut avoir des relations avec des animaux. Parce que les éléments de puissance, ils ne sont pas qu'économiques, militaires, culturels, etc. Ils sont aussi d'ordre civilisationnel. Hein. Oui, tout à fait. Ils sont aussi d'ordre civilisationnel. Et peut-être que le civilisationnel impacte même beaucoup plus dans les autres domaines économiques, militaires, scientifiques et tout ce que vous voulez. Attention. D'accord. Donc, j'attends. Je dis bravo au gouvernement tchadien et je leur dis, chaque fois que vous allez prendre des décisions qui vont dans le sens de la protection de vos intérêts, chaque fois que vous nous donnez l'impression qu'enfin vous avez compris et que vous êtes au service de notre peuple, vous pouvez compter avec notre soutien. Mais si on se rend compte que par un coup de tête, vous vous fâchez parce que quelqu'un a égratigné votre gouvernance et qui ne s'appelle pas Paris, et que quand c'est Paris qui le fait, vous êtes moutou chez bouche cousue, Bertrand, je suis désolé de constater que je vais continuer de rester sur ma faim. Merci à vous, Monsieur Ndom. On va donc, avant d'aborder la seconde thématique de cette matinée, réessayer, on va aller retrouver une fois de plus Bachir Ladane, peut-être pour avoir les conclusions en ce qui concerne cette visite du côté de la République centrafricaine, en parlant justement des BRICS. On nous signale on a pu nous reconnecter avec Bachir depuis la République centrafricaine. Voilà, on l'aperçoit. Alors, Bachir Ladane, on parlait justement de ces projets. Quels sont les projets retenus et comment est-ce qu'ils se feront? Voilà, merci déjà de nous permettre de faire cette incursion dans l'émission. Alors, on va y aller très rapidement. Il faut rappeler, comme je le disais, qu'il y a 7 projets qui ont été retenus. Alors, le premier concerne justement un projet énergétique avec la Russie qui propose un système de production énergétique moins coûteux, mais avec alors c'est la mise en œuvre rapide avec une importante production d'énergie et de risques minimisés, ainsi que le choix des cycles solaires. C'est à travers l'installation des mini-centrales électriques. Et donc, je crois que M. Tatinda ou M. Ndom, ils comprendront mieux ce que j'essaie de dire. Alors, ils ont appelé cela des centrales, mini-centrales nucléaires. Voilà, c'est le mot est exactement utilisé. Alors, il y a aussi le projet d'exploitation de l'or centrafricain qui sera, je le rappelle, raffiné sur place. Et puis, les infrastructures satellitaires de communication et de télédétection pour l'évaluation des sources minières, agricoles et urbaines et de préparation au passage de l'économie et de la monnaie digitale. Alors, naturellement, on parlera aussi d'une banque, l'une des banques de l'un des pays BRICS, la banque d'Ita va s'installer ici, en République centrafricaine, et notamment c'est une banque indienne qui a été choisie. On nous donnera le nom d'ici la fin des travaux. L'autre chose, c'est la modernisation et l'extension de l'aéroport international de Bangui Mpoko. Le 6e projet concerne le chemin de fer qui ralliera Bangui à Douala au Cameroun pour faciliter justement les imports et les exportations de ce côté-là. Et le dernier projet, c'est celui de la création d'une ville nouvelle. Alors, tout ceci va se faire avec la collaboration d'un certain nombre de partenaires qui sont déjà sur place. Tout à l'heure, je vous parlais notamment des Russes. Une bonne dizaine d'entreprises russes est déjà présente sur le territoire centrafricain, avec à leur tête l'UNECO de Sergei Sozarev, le patron de cette entreprise spécialisée dans les économies et les énergies renouvelables. Il y a également l'Indien Sanjay Kapoor, qui est le vice-président de l'Alliance internationale des BRICS, mais il est le président directeur général de Galactic Private Limited, qui est spécialisé dans le domaine satellitaire et la construction des infrastructures. Et enfin, celui qui nous vient des Émirats Arabes Unis, c'est Ibrahim Elzabeth, qui est lui spécialisé dans le secteur minier. Voilà à peu près les personnes et entreprises qui sont déjà présentes sur le territoire centrafricain. Les travaux se poursuivent aujourd'hui dans des huis clos entre les différents départements ministériels concernés par la plupart des projets retenus et les hôtes du président Faustin Archange Touadéra. Voilà donc ce qu'on pouvait vous dire ce matin en attendant les conclusions de ces travaux.
travaux, on espère. On a justement des réactions en ce qui concerne Bachir, hein, ces informations. Des téléspectateurs parlent également de la partie télécommunications et sécuritaire. On espère que peut-être au sorti de cette réunion, on aura aussi des détails là-dessus. Ce sont les attentes des populations. En tout cas, merci beaucoup. Oui, oui, Bachir, oui. Oui, tout à fait. Alors, c'est un détail qui rentrait dans le projet satellitaire, puisqu'il s'agit de mettre en place un satellite, 4 satellites, j'allais dire, qui permettront justement d'alimenter le pays, de fournir une bonne télécommunication de ce côté-là, mais aussi le satellite aidera dans les renseignements. Il y a des détails que nous ne pouvons pas donner ici parce que nous n'avons pas autorisation. C'est des questions stratégiques, mais sachez que les télécommunications sont également concernées dans tout cela. La réponse a été donnée. Merci. C'est un message de Ngone Betty qui nous suit. Merci à vous, Bachir. Et on vous retrouvera certainement dans d'autres éditions pour peut-être plus de détails en ce qui concerne cette présence justement de la délégation BRICS du côté de la République centrafricaine. Très bonne journée à vous. Bonne journée. Alors, retour sur ce plateau, et effectivement, d'ailleurs, ça tombe à point nommé puisqu'on va aborder la seconde thématique et certainement ces détails vont nous permettre, entre autres, de renchérir ou d'enrichir nos différentes analyses. Ici, sur le plateau, on parle de cette bataille, on parle de bataille géopolitique entre des grandes puissances, précisément entre la Chine et les États-Unis, confrontés à ce qui concerne la dette africaine. Qu'est-ce que cela veut dire ? J'ai eu du mal à comprendre moi aussi. C'est ça. J'ai eu du mal à comprendre ce que Pékin disait. Oui. Mais je suis arrivé à la conclusion en fait que c'était une forme de boutade pour rigoler un peu, moquer un peu les nouvelles offensives américaines en Afrique. Ok. Question de dire en fait aux Américains que c'est aujourd'hui que véritablement vous savez que l'Afrique est un continent important. Je rappelle que la Chine arrive en Afrique pratiquement au début de nos indépendances. Mais le commerce et l'activité économique devient relativement prépondérant au début des années 2000. Au début des années 2000, nous sommes à 10 milliards de dollars d'échange. 2002, la Banque mondiale et les grands instituts parlent de 10 milliards de dollars d'échange. Ouais. Ça va combien on est aujourd'hui? 300 milliards de dollars. Quand vous faites une courbe, vous partez de 2000 à 2023. En 23 ans, on est passé de 20 milliards à pratiquement 300 milliards de dollars. Si on extrapole la courbe, nous les mathématiciens, c'est-à-dire qu'on part 2023 plus 20 ans, en 2043, avant 2050, on sera pratiquement à 600 milliards de dollars d'échange. Vous voyez où est la coopération? Et c'est là où la Chine regarde Washington et en rigole. Et la Chine s'appuie sur quelques faits. Sommet Afrique-USA. 45 chefs d'État africains. Que va faire Washington? Promesse de dons de 45 milliards sur 3 ans. Je me suis amusé à faire un calcul. 45 milliards de dollars sur 3 ans. C'est-à-dire que quand vous faites une division de 45 milliards de dollars x 3, vous avez 15 milliards de dollars par année. Promesse par année. Vous avez 54 pays africains. Vous voyez que la coopération directe économique n'atteint même pas 1 milliard de dollars. 1 milliard de dollars. Rencontre préparatoire des parlements et des parlementaires africains russes en vue de préparer le sommet de juillet. Russie-Afrique. 20 milliards de dollars d'annulement d'effacement de la dette. C'est-à-dire que sur une rencontre parlementaire, on discute là, oui, on essaye déjà de travailler sur des dossiers qui seront portés à l'attention des chefs d'État et à ce que je peux appeler la hiérarchie de la grande rencontre entre la partie russe et la partie africaine sur des questions économiques. Nous avons discuté à Saint-Pétersbourg au mois de juillet. 20 milliards de dollars d'annulation des dettes. Rencontre Chine-Afrique. Début des pourparlers. 60 milliards de dollars mis sur la table par Xi Jinping. 60 milliards de dollars. Donc, quand vous regardez donc tout ça, vous constatez donc que Pékin peut rigoler de cette coopération. Deuxième des choses, quand il s'agit de la dette, eh bien, la Chine aujourd'hui détient 60% de la dette africaine. 60%. C'est le premier partenaire économique, mais 60% de la dette africaine.
On évalue la dette africaine, dépendamment des instituts, entre 360 milliards de dollars et 400 milliards de dollars. Quand vous prenez 60%, on n'est pas loin de près de 200 milliards de dollars. Vous voyez donc que rien de sérieux, rien de stratégique ne peut se faire aujourd'hui en Afrique sans que M. Xi Jinping soit dans la salle. Rien de sérieux. Ça veut dire que même quand vous êtes dans vos négociations avec le Fonds monétaire international, il faut intégrer le fait que, un, la Chine est premier partenaire économique des pays africains, de deux, qu'effectivement, c'est la Chine qui tient la dette des pays africains. Et c'est ça même au niveau de la CEMA qui a été un véritable problème entre deux pays, notamment le Congo et le Tchad, qui ont eu du mal à passer des programmes avec le Fonds monétaire international parce que le Fonds monétaire et la Banque mondiale estimaient qu'il fallait voir clair dans leur endettement et dans leur coopération économique avec la Chine. Donc c'est comme ça que moi j'ai compris ça rapidement à prime abord de Pékin qui explique que vous venez un peu tard, vous avez 20-25 ans d'avance, de retard derrière nous, et si vous aimez tant les Africains que ça, commencez déjà par faire dans un premier temps un premier annulement de la dette. C'est des pays qui ont besoin de ces ressources-là. Quand vous prenez un pays comme le Cameroun, nous avons 6 000 milliards de budget. Madame Siké, il y a 1500 milliards affectés au traitement de la dette. Vous imaginez si on nous fait une remise même seulement de 50%. Vous aurez 1500 divisé par 2, 750 milliards qui devraient vous revenir et vous permettre véritablement de relancer votre économie. Donc c'est comme ça à prime abord que j'ai compris cette histoire, de dire que oui, il y aura une concurrence relativement sauvage, difficile, dure, même sans état d'âme, mais commencez déjà, vous, Washington, à démontrer que vous aimez l'Afrique. Je reviendrai pour expliquer comment a été s'est soldée la tournée de Madame Kamala, comment s'est soldée la fin et les résultats de la tournée de Madame Biden, du secrétaire d'État au Trésor des États-Unis, pour véritablement voir que les États-Unis vont jouer sur un autre ressort, de mon point de vue, qui est plus le ressort stratégico-militaire. Parce que dans ce domaine-là, les États-Unis battent la Chine. C'est-à-dire que leur coopération militaire fait que, aujourd'hui, on parle entre 6 000 et 10 000 soldats américains déployés sur le sol africain, ce que Pékin n'a pas, et Pékin n'a qu'une base militaire, en fait, sur les côtes de Djibouti. Donc, voilà un peu, domaine économique, les États-Unis sont battus à plate couture par la Chine. Domaine stratégico-militaire, militaire aujourd'hui, la Russie et la Chine battent à plate couture les États-Unis, mais sur le plan de la présence militaire réelle, là, sur le terrain africain, eh bien, les États-Unis battent la Chine. Donc, c'est là comment va se comporter l'Afrique dans ce bal d'alliance, dans ce bal de voraces, de gros bras, de musclés. Comment l'Afrique, elle, va se comporter? Eh bien, on va essayer rapidement. Effectivement. Tout à l'heure, dans quelques minutes, justement, lorsqu'on va vous retourner la parole, on reviendra là-dessus. Monsieur Patient Parfin, donc finalement, les deux pays s'accusent mutuellement. L'un demande à l'autre parce que les États-Unis estiment que c'est la Chine qui ralentit, en tout cas, ce processus, et demande à la Chine d'alléger la dette des États africains. De l'autre côté, la Chine aussi, elle accuse les États-Unis. Non, je crois que là, nous assistons de plus en plus à cette bataille des titans qui se déplace sur le sol africain. Cette opposition ne sera pas que d'ordre militaire, il sera aussi d'ordre économique. Il est déjà aussi d'ordre culturel, scientifique et civilisationnel. J'insiste sur civilisationnel parce que de plus en plus, je pense que c'est l'une des armes favorites qui seront utilisées par le camp occidental pour essayer d'anéantir toute velléité d'émancipation de nos élites et de nos intellectuels. D'abord, les deux blocs n'ont pas la même philosophie dans les affaires. Il faut qu'on le constate. Si les Américains, ce qui est le bloc occidental, mais avec leurs capitaines que sont les États-Unis, c'est toujours comment faire pour dégager le maximum, alors là, le maximum de bénéfices possibles dans chaque action économique qui est posée, quel qu'en soit l'endroit. Et c'est même ça qui risque de poser le problème, même en interne, parce qu'entre eux, déjà, ils ont de véritables problèmes. Eux, c'est the best way to make money. Point. Il n'y a pas de la philanthropie beaucoup. Quand il y a une tentative d'un geste philanthropique, en fait, c'est pour bien reprendre la main plus tard et engager encore des systèmes et des méthodes qui vont leur permettre d'engranger encore beaucoup plus d'argent. Je vous rappelle quand même que nous sommes dans un monde qui est dominé économiquement encore aujourd'hui par
le capitalisme néolibéral. Et on voit ses conséquences. Ces conséquences, c'est un paradigme qui lui est propre, c'est de donner la possibilité aux petits, aux happy few, de s'enrichir immensément au détriment du grand nombre. Comment pensez-vous qu'ils vont maintenir cet équilibre s'ils se lancent dans des politiques d'altruisme et de générosité hors pair? Leurs tycoons vont leur expliquer que monsieur, vous n'êtes pas en train de faire la politique qui nous permet, nous, de nous enrichir. Donc, ça va de soi. Maintenant, on a parlé de Tchad tout à l'heure. Vous voyez des types de coopération. Et je reviens là-dessus parce que les informations qui viennent de nous bâcher me donnent un peu froid au dos de voir la manière dont les Occidentaux maltraitent et traitent les Africains que nous sommes. Voilà, c'est ça qu'on appelle la coopération. Moi, j'étais en Centrafrique, j'ai la chance de rencontrer des autorités centrafricaines, dont le président et c'était un ministre des domaines stratégiques, qui nous ont expliqué que la Centrafrique, c'est un territoire qui est, bon, en fait, on le savait déjà, plus grand que la France et la Belgique réunies, mais ils n'ont que 5 millions d'habitants. Si on veut relancer une véritable économie en Centrafrique, il faut procéder à une migration des Africains de l'ordre de 35 millions de personnes. Donc il faut appeler un appel d'air, d'abord physique, des populations capables de transformer cet espace-là. Mais pour le faire, il faut des dynamiques économiques, n'est-ce pas, et des facilités sur le plan des relations financières qui vont permettre à ce que ce flux, n'est-ce pas, de migrants qui vont arriver trouvent des espaces avec des projets bien établis, et là où ils pourront rentrer et transformer radicalement l'espace centrafricain et faire la Centrafrique un véritable joyau. Et qu'est-ce que nous constatons? Dans les 7 propositions, c'est les actions qui sont menées, pas par la Chine, pas par la Russie, mais par les BRICS. Vous voyez comment on change, on déplace de plus en plus de chantiers et d'espaces et de propositions. Vous avez écouté, par exemple, la Centrafrique, c'est aussi un peu comme le Cameroun. Nous sommes gâtés par la nature. À travers le Bangui et tous ses affluents, c'est un pôle hydraulique extrêmement important. Mais on laisse de côté hydraulique. On décide de faire des centrales nucléaires, des petites centrales nucléaires. Tout à fait. Ils ont une capacité, une autonomie hors norme. Ça veut dire que là, on nous donne le nez plus ultra de la science et on nous permet de résoudre les déficits énormes en termes d'énergie électrique qui en réalité plombe toute ambition d'une quelconque industrialisation en Afrique. Le Cameroun est rentré dedans, vous voyez le nombre de barrages qu'on a été obligé de faire avec le niveau d'endettement subséquent et malheureusement avec les difficultés d'arrimage, n'est-ce pas, la production de ces barrages à l'économie réelle. Vous voyez, pour certains barrages, c'est maintenant qu'on lance le transport de l'électricité, alors que les barrages sont déjà opérationnels. Oui. Avec même cette histoire de baisse des tillages en saison sèche. Avec cette affaire de baisse. Ça fait que vous investissez pour un barrage, vous ne pouvez pas jouir des retombées en haute saison sèche. Vous commencez à mettre le doigt au niveau des problèmes. Cette baisse de tillage en saison sèche, qui est conséquence de quoi? De la déforestation aussi. Vous voyez comment les choses sont imbriquées. Parce que quand vous coupez, n'est-ce pas, tout notre poumon là, comment vous allez faire pour entretenir des espaces avec des cours d'eau qui seront encore robustes pour pouvoir entretenir justement un débit conséquent pour faire tourner vos turbines correctement. Donc, c'est là d'autres problèmes. On peut voir comment c'est lié, c'est imbriqué. Et mieux, la question du satellite, dont notre téléspectatrice n'avait pas bien compris, mais elle a des implications. Qui parle de la construction et peut-être de l'enseignement dans les jours à venir d'un satellite centrafricain, ça résout. Ça réduit la fracture. Effectivement. Et sur le plan des télécommunications, et sur le plan des médias, de la capacité des médias, et sur le renseignement, sur beaucoup de plans. Sécuritaire, oui. De beaucoup de plans. Oui. Quand vous êtes à Bangui, Internet, c'est la croix et la bannière. Mais je peux vous dire qu'avec ce satellite, la Centrafrique risque d'être... on va courir là-bas pour avoir un peu de réseau, comme on dit. Mais parce qu'ils vont réduire drastiquement les coûts. Regardez les coûts que Orange, MTN, excusez-moi, je le dis ouvertement, c'est un Camerounais, nous font aussi chez nous. Avec quelle qualité, avec quelle qualité même de service. Mais avec ce qui va se produire en Centrafrique, je peux vous assurer que ça va être un miracle économique pour la Centrafrique. Et tous les grands industriels, j'allais dire tous les grands investisseurs, ils tiennent compte de ces indices.
quand il veut venir investir dans un pays, quel est le débit d'Internet de ces gens-là, la couverture, etc., etc. Ils tiennent compte de ça. Donc, on est en train de poser en réalité les bases, les jalons, les fondamentaux de ce qui peut être demain. Tout à fait. La possibilité d'une véritable organisation économique et un boom économique dans un pays. C'est ça la coopération. La coopération, ce n'est pas venir nous faire mettre une base militaire en Djamena, la base Barkhane. Et d'où on construit toutes des opérations de barbouzerie pour aller déstabiliser un pays tiers, lui qui est lancé, c'est le cas de la Centrafrique, dans la projection de puissance économique dans un pays complètement qui n'attend que ça, dont les richesses sont incommensurables, énormes, mais dont on a voulu, comment dire ça, traiter, on a voulu endiguer dans la position d'une base d'extraction tout simplement, et non de transformation locale, pour enrichir les Centrafricains et les Africains. Parce que c'est ça la grosse problématique. C'est pour ça que je continue de dire qu'on doit faire attention. Nous sommes à un virage béton. Nous devons faire très attention. Alors, la question de fond de la Chine, que la Chine pose aux États-Unis, moi je vais aller loin. Avec la banque des BRICS qui va se mettre en place, oui, les Russes et les Chinois sont déterminés à racheter complètement la dette africaine vis-à-vis de l'Occident. C'est vous qui manipulez les chiffres, n'aime pas beaucoup les chiffres, parce qu'ils m'ont beaucoup trompé. J'ai bâti des types de raisonnements à partir des chiffres, des indices, des statistiques occidentaux. Je me suis rendu compte plus tard que tout était faux. Mais, alors nous parlons là. Je donne les faux. Les deux là, la Chine et la Russie, sont déterminés à racheter la totalité des dettes. Les dettes africaines vis-à-vis des institutions et des Bretton-Woods et des robinets de la finance occidentale. Vous savez ce que cela va produire? Moins de dépendance, parce que quasi moins de dépendance vis-à-vis de l'Occident. Ils nous tiennent aussi parce qu'ils sont endettés. Vous savez, vis-à-vis d'eux. Bien sûr. Et ça procède à quoi? En fait, c'est dans quelle opération? C'est dans la même opération de l'opération de la dédollarisation. Vous avez parlé tout à l'heure des échanges qui peuvent se faire dans des paniers de monnaie qui ne soient ni l'euro ni le dollar. Donc voilà comment la guerre, et c'est la guerre qui continue comme ça. Là, elle se fait peut-être par des périls, mais c'est la guerre qui continue comme ça. Est-ce que nos décideurs prennent encore cette belle idée et qui me taraudait depuis et qui fait partie des projets, la ligne de fer Douala Bangui. Mais Bertrand, tu connais la souffrance des camionneurs, non? Pour faire transiter les marchandises du port de Douala vers la ville de Bangui. Imaginez-vous un seul instant qui est dans le chemin de fer. J'espère que le Cameroun va aussi essayer de faire quelque chose. Parce que nos écartements de rails de 1000 mm, là, je crois qu'il faut faire quelque chose. Ce n'est plus de l'ordre de ce qui se fait aujourd'hui sur le plan international. Il faut aussi régler ce problème. Oui. Bolloré ne doit pas se mettre là pour continuer de bouffer l'argent du rail camerounais sans tenir compte des investissements qu'il doit faire pour arrimer, n'est-ce pas, le rail camerounais aux normes internationales. On ne va pas imposer nos locomotives au monde entier, même à la sous-région. D'autant plus que c'est les vieilles locomotives qui datent de Mathusalem qu'on continue d'employer, n'est-ce pas, au niveau de notre chemin de fer. Ça va booster quoi? Ça va booster les échanges économiques. Ça va aussi booster, et là on ne dit pas aussi, les échanges entre les peuples, les biens et les services. Et c'est ça que nous demandons aujourd'hui. Avec plus de 100 ans de présence de la France au Tchad, ils ont fait quoi? Il y a 1 centimètre de chemin de fer là-bas. Pourquoi il n'y a pas de chemin de fer Yaoundé-N'Djamena? Pourquoi il n'y a pas de chemin de fer Yaoundé-Bangui, Yaoundé-Brazzaville, Yaoundé-Libreville, etc., etc. C'est ça l'intégration économique. C'est seulement comme ça que vous commencez à mettre en place une architecture qui va permettre une véritable intégration de l'ensemble de vos États et de vos peuples. Et je dis donc merci aux BRICS d'avoir pensé à nous. Merci à la Russie d'avoir pensé à nous. Merci au président Faustin Archange Touadéra, dont le leadership s'est mis en rupture avec l'ordre ancien, avec la plaventrisme de certains de ses pairs au niveau de la sous-région Afrique centrale, et qui a le courage d'aller affronter, n'est-ce pas, ce que j'aime appeler nos démons, de saisir le taureau par les cornes et de dire non, nous ne pouvons plus continuer avec cette situation misérable et misérabilisme alors que nous avons des poches qui sont remplies de diamants et d'or. Et maintenant, l'exploitation de l'or. Oui, on parle de l'exploitation de l'or aussi. Voilà. Oui. Et le chapeau aussi au Burkina qui a décidé d'ailleurs de transformer et commencer la transformation de son nom localement. D'abord, ça va produire les emplois.
Et deux, ça va nous donner une base financière sur laquelle on peut adosser une monnaie authentiquement d'Afrique centrale. C'est ça, la volonté de puissance. C'est ça la stratégie de mise en œuvre de la volonté de puissance. Et donc nous pouvons que dire chapeau au président Faustin Touadéra. Alors, les gens qui ont écumé vos plateaux pour raconter que la démocratie a fait qu'ils veulent manipuler la constitution pour se représenter, est-ce que quelqu'un qui a un projet comme celui-là, vous le laissez de côté pour penser à Bozizé? Mais ce sont les gens sérieux. Il faut que les Centrafricains eux-mêmes soient sérieux et qu'ils voient le niveau de projection que là où leur président veut les amener. Ah, j'ai oublié de dire aussi merci au ministre Awadon Melo, le représentant des BRICS pour l'Afrique centrale. Bonjour camarade et merci pour l'énorme travail que tu as bas. Ça prouve que tu n'as pas été aux côtés du président Laurent Gbagbo pour rien. Et l'Afrique te dit merci pour ce sacrifice et ce travail-là. Donc voilà, Bertrand, sur la table, nous avons en fond des éléments qui vont nous permettre de penser que nous sommes en train de construire quelque chose de noble pour nos enfants et nos petits-enfants demain. Et ça là, ça dépasse tous les faux discours que les gens passent dans les amphis. Toutes les questions afférentes aux droits de l'homme. Toutes les questions afférentes, je ne sais pas quoi, à ceci ou à cela. Non, ça dépasse tout ça. C'est ça la volonté de puissance. Et ça, il fallait être faussé à Kanj Touadéra pour se lancer, n'est-ce pas, dans ce chemin-là, dans cette odyssée-là. C'est ça le leadership. Et ce leadership manque cruellement à certains de nos États qui continuent d'accepter d'être enrobés, emberlifiés dans des chimères de lutte contre le terrorisme, sans qu'on ne voie les dividendes de cette lutte contre le terrorisme. J'étais en N'Djamena, je parle en connaissance de cause. Vous ne pouvez pas mettre pied même aux alentours de la base militaire française de N'Djamena. C'est impossible, même un Tchadien. Même un ministre tchadien ne peut pas y entrer sans l'aval des Français qui y sont. C'est quoi? Quand on parle de questions de souveraineté, là voilà qu'on pose la table. Créer des conditions, réfléchir à créer des conditions pour le bien-être de son peuple, ce sont des questions de souveraineté, Bertrand. C'est pour ça que je suis souvent un peu gêné quand je vois certains de nos décideurs continuer d'hésiter. Le moment n'est plus à l'hésitation. Parce que quand nous avons un pays comme la Malaisie, qui est venu chercher ce qui a fait sa force économique, c'est-à-dire que les éléments scientifiques, l'huile de palme, le palmier, il est venu chercher les sites ici chez nous au Cameroun, avec l'Irad, qu'on veut malheureusement tuer. Et je peux vous dire que l'Irad a produit beaucoup. Alors vous savez ce que la Malaisie a décidé prochainement, dorénavant avec la Chine, les échanges économiques ne se feront plus en dollars. Oui, tout à fait. Ils ont décidé que les échanges économiques se feront dorénavant en yuan. En yuan, oui. Plusieurs pays. C'est la volonté de puissance, c'est le courage politique. Merci à vous, patient Parfendom. Avant de vous redonner la parole, M. Bertrand Tatinda, on va aller prendre M. Peter au standard. M. Peter, depuis l'Écosse, bonjour et bienvenue, monsieur. Bonjour, Madame Lombe-Sike. Merci de me donner un petit temps d'antenne. Je salue vos invités, M. Parfendom et M. Bertrand Tatinda. Et je remercie beaucoup le call center et tout le staff technique. Je vais donner mon petit point de vue sur les deux thématiques. Le constat qu'on a fait, c'est simplement que, comme a dit Dr Tatinda, que la diplomatie européenne est vraiment tombée très bas. On peut faire une notation de 2 sur 20. Quand on voit le comportement d'un diplomate allemand auprès du président de Namibie, qui, au lieu de chercher à négocier, voire même implémenter leur diplomatie, leur savoir-faire auprès de Namibie, c'est de critiquer China du genre qu'il y a trop de Chinois ici. Et le président a dit que il y a aussi des Allemands ici, les Allemands sont les bienvenus, ils ne sont pas rejetés par le Namibie. Donc, vous comprenez, ils ont toujours encore en eux cet esprit de colon. Et quand un colon n'a pas compris que le monde a changé, qu'on n'est plus dans les années 90, on n'est plus à la conférence de Berlin, mais nous sommes dans la mondialisation, il faut changer son paradigme et son méthode d'action. Et les Chinois ont très vite compris cela. Aujourd'hui, le risque aussi
ont compris qu'il faut traiter les Africains d'égal à égal si tu veux gagner de confiance et puis essayer de leur apporter ce que les autres n'ont pas apporté. Donc, en fait, China se sert des erreurs des Européens pour vraiment faire l'offensive de reconquête commerciale en Afrique. Contraire à ce que les Européens pensent que les Chinois et les Russes viennent pour nous coloniser, ce qui est très faux parce que c'est une forme de propagande qu'ils lancent un peu partout. Quand je reviens pour le problème du Tchad, le problème il est très simple. L'Allemagne veut donner une leçon au président Mahamat Déby, pour dire que c'est nous qui vous sommes capables de donner l'argent dont vous devez obéir comme les petits toutous. Et il a senti sûrement son orgueil fouetté et il a pris la bonne résolution qu'il faut de façon très diplomatique de expulser l'ambassadeur pour s'être émixé dans les affaires intérieures. L'Allemagne a fait une très grave erreur de faire l'opposition, au lieu d'envoyer plutôt des lettres de créance pour essayer d'arranger. Surtout que le Tchad regorge pas mal de ressources qui sont très importantes pour l'industrie allemande qui cherche aujourd'hui un palliatif au gaz russe. Donc pour moi, c'est un échec. Pour le deuxième subject, qui est très bienvenu, aujourd'hui, la Chine, depuis son entretien avec Poutine, ils ont décidé de faire couler le bateau américain et de casser les ailes de l'aigle américain, qu'on appelle le dollar. C'est-à-dire ce qu'ils vont faire, puisque la Fed a bloqué les fonds souverains de Russia pour essayer de punir la Russie par rapport à l'attaque. Mais China a décidé de ne plus racheter la dette américaine et de rapatrier ses avoirs des États-Unis. Donc, nous allons bientôt assister à quelque chose de dramatique dans le monde et sur le plan économique. Il y aura quelque chose de crash. Qui va arriver pire que 1929, right? Donc, quand la Chine va retirer ses avoirs, ça va causer des dégâts et même si les États-Unis essaient de taper les planches à billets, ce serait de l'argent fantoche, sans valeur. Comme je le dis, il y aura le blue dollar et il y aura un dollar pour les transactions commerciales. Et quand on tape la planche à billets, il faut utiliser cet argent. C'est pourquoi ils ont décidé de venir en offensive sur l'Afrique, soi-disant essayer d'aider les gouvernements pour financer, mais avec de l'argent que je peux dire faux argent, parce que c'est pas de l'argent qui a la valeur monétaire des avoirs américains. Tandis que China regorge pas mal de capitaux, la preuve, pour la nouvelle banque de développement du BRICS. Ils ont un capital de 100 milliards de dollars et sont capables de faire des prêts jusqu'à hauteur de 300 milliards de dollars, ce qui représente le PIB de certains pays dans le monde, right? Donc ça veut dire que ce qui va se passer, on va se trouver dans une autre guerre, autre que ce qui se passe en Europe, une vraie guerre financière où les dirigeants africains doivent prendre conscience que l'esclavage s'est terminé, slave is over. Donc, la prise de conscience, c'est de voir quel est celui qui m'apporte le plus par rapport à ce que j'ai vécu avec celui qui me prétendait m'apporter le plus, pour lequel je suis resté en stagnation. Merci beaucoup, For You Media. Bye. Vous, Monsieur Peter, merci beaucoup d'être passé par ici. On vous souhaite une belle matinée. De votre côté, nous on revient sur le plateau avec vous, Monsieur Bertrand Tatinda. Alors, tout à l'heure, vous parliez justement de ces différents... On a vu cette tournée, ce bas diplomatique de ces autorités américaines, justement, du côté de l'Afrique. Entre autres, on a eu Anthony Blinken, on a eu la première dame américaine, on a eu Janet Yellen. Et effectivement, il y a eu cette tournée. Et entre autres, il y avait cette volonté, d'après les informations, cette volonté de
réduire ou alors de saper, peut-être je vais aussi utiliser le mot, cette relation entre les États africains et une puissance comme la Chine. Vous avez parlé de cet enjeu en ce qui concerne les domaines économiques, stratégico-militaires également. Oui, j'ai parlé de ce véritable enjeu. Oui. Et quand vous regardez, vous observez ce qui a été dit par ces responsables américains quand ils étaient en Afrique, vous vous rendez compte que la partie sera pas facile pour la Chine et qui ne compte pas se laisser faire. Okay. Prenons un exemple simple. Oui. Regardez les problèmes à l'est de la RDC. C'est très compliqué. Washington n'est pas exempt de tout problème à l'est de la RDC. Ce qui se passe entre le Rwanda et la RDC. Ce qui se passe entre le Rwanda et la RDC. Et la capacité de nos dirigeants, c'est aussi ce que disait M. Parfait-Dom, la capacité de nos dirigeants à pouvoir appréhender le monde aujourd'hui et à pouvoir utiliser cet attrait vers l'Afrique pour pouvoir régler nos problèmes. Or, qui devait être l'acteur principal de la négociation? Ça devait être notre organisation panafricaine, l'Union africaine, qui devait être l'acteur moteur. Parce que cette organisation Union africaine concentre un peu tous les leaderships des États. Et au niveau de la conférence d'État, son instance suprême, devait être le pôle de négociation. Oui. Donc, or, on ne voit rien. Moi, je me suis appesanti à écouter une déclaration, en fait, de celui qui peut considérer comme le secrétaire au Trésor américain, Janet Yellen. Oui. Qu'est-ce qu'il dit? Une Afrique prospère est dans l'intérêt des États-Unis. Ok. Une Afrique prospère est dans l'intérêt des États-Unis. Il faut déjà comprendre cette phrase. Qu'est-ce que ça veut dire? Une Afrique prospère est dans l'intérêt des États-Unis. Comme on dit au Cameroun, à quelle heure ils viennent le dire? Si effectivement, il faut que vous soyez un marché des produits dérivés des États-Unis et que votre croissance soit plus une croissance de consommation, une croissance de friperie, qu'une véritable croissance de développement, il faut questionner ça. C'est la deuxième phrase qui m'a fait froid dans le dos. Une Afrique prospère et dans l'intérêt des États-Unis signifie un plus grand marché pour nos biens et services. Voilà à quoi vous êtes réduit pour les États-Unis. Vous n'êtes qu'un marché de biens et services pour les États-Unis. Exactement ce que disait M. Parfait-Dom. Il faut rechercher les bénéfices chez vous. D'ailleurs, votre électorat doit être un libre marché pour eux, les Américains. Donc, ils n'ont pas à prendre trop de risques. Ils ont des militaires chez vous. Ils peuvent instrumentaliser et doper leurs intérêts économiques, souvent en s'appuyant sur des groupes rebelles. Votre développement passe en deuxième, troisième lieu. Regardez la coopération avec la Centrafrique, des BRICS, qui arrive dans un pays qui a 280 milliards de francs CFA de budget. La moitié du budget du ministère des Travaux publics du Cameroun, c'est 487 milliards, près de 500 milliards. Le budget du ministère des Travaux publics au Cameroun. La Centrafrique, c'est la moitié. Mais regardez les projets qu'on porte, ce pays. Satellite. Si vous faites un chemin de fer, Douala-Bangui, comme c'est un projet, c'est pas moins de 3 000 milliards de francs CFA. Je dis en termes d'investissement, parce que ça va chercher dans plus de 1000 km. C'est pas moins de 3 000 milliards de francs CFA. Résultat des courses, là, tout de suite là, ça dope pratiquement de 4 points votre croissance économique. Véritable croissance économique, dans un dynamisme des PME pas possible. Ils amènent la technologie, vous avez la sous-traitance, les PME, véritable discipline. Les États-Unis n'ont pas un projet. Vous savez quel a été le cadeau de Madame Harry, Kamala Harris? 9 milliards de dollars. Dans ces 9 milliards, il y avait 7 milliards qui étaient censés être une forme de stabilisation à l'intégrisme. Il faut comprendre ce qu'on appelle l'intégrisme. L'intégrisme, c'est aujourd'hui votre soutien à la Russie. Votre soutien à la Russie, eux le définissent comme l'intégrisme. L'envie des populations d'avoir une nouvelle forme de coopération. L'envie des populations de plus vouloir que la France-Afrique, dans sa forme la plus sauvage, perdure en Afrique. Eux, ils appellent ça l'intégrisme. Et ça s'est donné à quel pays? Le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Ghana. 9 milliards de dollars. 9 milliards de dollars. Donc, vous voyez donc que
si les Africains n'arrivent pas dans ce jeu d'intérêt à être d'abord unis, ben ils se feront bouffer pour acheter la dette. Ouais. Il ne s'agit pas pour la Chine de dire je vais racheter la dette. Il faut que les pays soient vendeurs. Il faut que le monde occidental dise nous vendons la dette. Parce qu'ils peuvent dire on ne vend pas la dette. Ils ne sont pas fous. Ils savent que si vous rachetez la dette, eh bien, vous pouvez faire fermer leurs entreprises. C'est-à-dire vous pouvez racheter la dette. Et à partir du moment où la Chine et la Russie détiennent votre dette, ils peuvent dire qu'il faut lancer un appel d'offres pour la téléphonie mobile au Cameroun. Là, c'est combien? Le Cameroun dit c'est 150 milliards. Orange il a fallu qu'Orange rachète son implantation à 150 milliards. Et bien ceux qui détiennent la dette disent, eh bien ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer ça à 250 milliards. Et ils viennent maintenant avec des entreprises de téléphonie mobile à eux. Donc il va falloir des dirigeants qui puissent regarder le Fonds monétaire international et la Banque mondiale comme ça et dire que là, nous voulons voir notre dette rachetée et reprise par d'autres personnes. Il faut votre volonté à vous aussi. Il ne faut pas les autres qui viennent vous dire qu'on va racheter votre dette. Il faut votre volonté de dire au Fonds monétaire et à la Banque mondiale que là, nous voulons traiter avec d'autres. Eh bien, nous sommes preneurs, nous voulons vendre notre dette, vous voulons que d'autres reprennent notre dette. Et à partir de là, et c'est là où on en revient à des dirigeants relativement courageux, qui peuvent regarder le Fonds monétaire et la Banque mondiale dans les yeux et de dire que c'est plus possible. Or, quand vous regardez ne serait-ce qu'au sein de la CEAC, tous les pays sont sous programme avec le Fonds monétaire et la Banque mondiale. Ouais. Tous les pays. Et les résultats sont les mêmes. Les résultats sont les mêmes. Il n'y a pas d'industrialisation. Il y a un endettement massif. Il y a un déficit budgétaire énorme. Déficit budgétaire causé par le fait que vous ne vous êtes pas industrialisé. Vous ne produisez rien. Tout ce que vous consommez vient de l'extérieur. Et c'est là où Washington est très content en vous disant effectivement que vous constituez pour eux une opportunité d'un vaste marché pour leurs biens et services. Vous voyez donc que le principal acteur qui pourra véritablement, comment on dit ça, déchiffrer, retirer les chevaux, avoir une véritable autonomie, c'est nous Africains. C'est l'organisation panafricaine. Pourquoi ces projets ont pu avoir lieu à Bangui? Ouais. Parce qu'il y a un leadership à Bangui qui a le courage d'assumer le départ de la France, qui a eu le courage, en dépit des insultes, des menaces, des crachats, des intimidations, d'assumer la présence russe, y compris même la présence de Wagner, d'assumer la présence russe. Regardez ce que ça a coûté au président centrafricain. Il a fallu ce leadership-là pour aujourd'hui organiser sur son sol une réunion des BRICS et avoir ses retombées. Tout à fait. Allez le dire à M. Tshisekedi. Allez le dire à M. Tshisekedi. Que vous êtes sans doute le pays dans le monde qui a le plus de ressources minières. Qu'est-ce que vous faites attacher à la France au point de demander à la France de venir former vos troupes spéciales, de venir organiser votre défense? Qu'est-ce que vous faites attacher à Washington alors que c'est Washington qui est derrière le M23 via M. Kagame? Pourquoi vous ne prenez pas une décision courageuse de dire c'est terminé? Déjà vous avez votre propre monnaie, donc vous avez votre banque centrale, donc une petite négociation financière avec les BRICS. Faut qu'ils intègrent le franc congolais dans ce qu'on appelle un panier de monnaie aujourd'hui des BRICS. Je vous donne une information. Oui. Monsieur Lula, au moment où nous parlons, est dans un avion pour aller à Pékin. Vous savez qui est dans l'avion avec lui? Madame Dilma Vana Rousseff, ancienne présidente brésilienne d'Institut. Tout à fait. Vous savez pourquoi il amène c'est Xi Jinping? Non. Eh bien, il amène c'est Xi Jinping pour dire, monsieur Xi Jinping, moi, le Brésil, je fais partie des BRICS. J'ai une proposition à vous faire. Cette dame peut prendre la direction de la banque des BRICS. Mais je crois que c'est déjà acté, non? C'est acté. Cette dame, il va en plus dire à monsieur Xi Jinping, je suis venu trouver le Brésil dans une situation catastrophique sur le plan économique. Je viens faire appel à vous et à mes amis des BRICS de venir dans certains domaines relever l'activité économique du Brésil. Vous voyez que c'est la volonté du dirigeant en place. Même quand vous voulez un appel des investisseurs, même quand vous voulez un type d'investissement, c'est la volonté du leadership en place. Or, regardez aujourd'hui en Afrique. Donc, c'est donc pour dire que
la Centrafrique est relativement dans une véritable vision, un véritable droit chemin. Même cet investissement qui concerne le rail. Oui. La réunion qu'on tient à Bangui, j'ai envie de dire que Yaoundé n'est pas absent de cette réunion. Parce que pour un projet comme celui-là, 60% de ce chemin de fer sera en territoire camerounais. Et nous allons beaucoup y gagner. Nous allons beaucoup y gagner. Il y a le projet du fer de Mbalam aussi. On parle de 14 milliards d'investissements sur un consortium hongkongais avec pour chef de file, relativement, des banques d'investissement chinoises qui va partir du Congo-Brazzaville, qui va aller dans la région de Balam et qui va se terminer, en fait, dont le tracé va se terminer sur le terminal minéralier de Kribi, qui est en ce moment en train d'être construit, dont les travaux ont lieu. Donc, c'est ça que nous disons, que pour que l'Afrique et que nous profitons de cet attrait, de cet engouement, de cette arrivée de gros bras, de gros investissements, de puissants personnages, eh bien, il faut effectivement que le leadership africain et surtout que notre organisation de l'Union africaine puisse jouer, pan-africaine puisse jouer son rôle. Merci à vous, Monsieur Bertrand Tatina. Effectivement, parlant de cette monnaie, on rappelle tout simplement ce que Bachir nous a annoncé. D'ailleurs, c'est ce qui est aussi annoncé depuis un moment, cette monnaie digitale, entre autres, la Banque des BRICS, satellite, projet d'exploitation de l'or centrafricain, ce projet énergétique, bien sûr, mini-centrale nucléaire énergétique, plusieurs projets donc de ce côté-là, en ce qui concerne cette coopération, ce partenariat entre les États africains, bien sûr, les BRICS. Et c'est bien sûr Bangui qui accueille cette délégation des BRICS actuellement. On aura plus de détails certainement dans nos prochaines éditions. Patient parfait d'homme, je poursuis avec vous. Alors, je reçois là un message d'un téléspectateur qui demande est-ce que ce n'est pas aussi un piège, parce qu'on parle de piège de la dette chinoise. Est-ce que les Africains aussi ne vont pas se retrouver, parce qu'on a l'impression qu'on se voile les yeux. Est-ce qu'il n'y a pas une réelle dette chinoise? Est-ce que cela n'empiète pas aussi, ne porte pas aussi atteinte au développement économique des États africains? Écoutez, Bertrand l'a aussi repris. Oui. Nous sommes dans une nouvelle ère. Oui. Et cette ère fait de coopération, que nous appelons de nos voeux, ce monde multipolaire, tout à fait, est un monde dans lequel nous devons muscler notre capacité d'autonomie et de souveraineté. En disant, les gens vont venir avec plein de projets. Je vous rappelle quand même que l'Afrique est la dernière frontière de la croissance, qu'on le veuille ou non. C'est un espace qui a plus de 30 millions de kilomètres carrés. Et ça donne tenant, ça ne sont pas les îles. Tout à fait. C'est un espace qui a une population qui est de l'ordre d'1 milliard à 400 millions de personnes, donc économiquement viable. C'est un espace qui a presque autour de 60% des richesses encore en réserve de ce monde. Il faut faire très attention. Et nous serons capables de mieux défendre nos intérêts, de mieux nous mettre à l'abri de ces espèces de dettes toxiques que si, sur le plan du leadership politique, nous musclons le jeu. Et c'est la raison pour laquelle, depuis un certain temps, sur votre plateau, l'un de mes chevaux de bataille, c'est la question de l'unité politique de notre continent. Les gens n'ont pas compris. Oui. Pour certains, me disent c'est trop compliqué, ça va être. Mais c'est pas compliqué. C'est pas compliqué, c'est une question de volonté politique. Ne serait-ce qu'au niveau sous-régional, il faut qu'on aille vers l'unité politique. Pourquoi? Elle va nous permettre d'avoir des politiques continentales qui seront en cohérence avec notre capacité à nous protéger. Les Chinois sont nos amis. Mais par exemple, dans un pays comme le Cameroun, on a vendu des terres agricoles aux Chinois. Non, il ne fallait pas le faire. Tout à l'heure, Bertrand vient de nous parler de ce projet économique d'extraction des mines de fer de Mbalam. Je vous rappelle que c'est une mine de fer qui sera suivante entre le Cameroun et le Congo-Brazzaville. Okay. Et avec la possibilité de voir ce chemin de fer qui va permettre justement d'extraire, d'écouler
le fait qu'il sera extrait de ce grand jugement. Mais le drame dans l'affaire, c'est qu'on ne nous dit pas assez. Combien de pourcentage de ces minerais extraits sur le sol congolo-camerounais sera transformé localement? C'est par là qu'on gagne. Et l'industrie mondiale est assoiffée d'acier, par exemple, aujourd'hui. Quelles qu'en soient les quantités d'acier que vous produisez, la Chine, elle seule peut siphonner tout. Parce que les blocs se musclent. Mais parce et que c'est incroyable en matière d'armement. Alors, si on vous fait miroiter un projet comme celui-là, et on vous montre pas un avenant qui parle au moins de la mise en place des usines qui vont transformer ce fer-là en acier, moi, ça me pose un problème. Bien sûr. Ça veut dire que nous sommes encore dans les économies extraverties. On ne peut pas sortir de là. Et c'est ça, tout à l'heure quand on parlait de leadership, c'est là où ça doit se jouer. Et quand ça va se jouer là, effectivement, on ne peut pas aujourd'hui, même par rapport aux États-Unis, contrairement à ce que les gens peuvent penser, nous ne disons pas que les États-Unis c'est rien, non, c'est une puissance à la fois économique, scientifique, militaire, tout ce que nous voulons. Mais nous disons même vis-à-vis d'eux, ce n'est pas vraiment couper complètement les liens, mais qui nous apportent des projets qui pourront aussi être bénéfiques pour nos économies et pour nos peuples. C'est ce que nous disons. Et nous estimons qu'ils ont apporté, mais à condition qu'ils changent un peu, qu'ils retoquent leur idéologie du tout profit. Parce que nous ne serons plus la vache à lait qu'on va traire indéfiniment. Non. Il faut aussi penser à nous. Il faut penser à nous, comment on va faire en regardant l'expérience des autres pour domestiquer la science. Comment on va faire pour avoir des économies qui sont en harmonie avec notre nature, pour ne pas la détruire. Notre forêt est en train d'être détruite. Un pays comme la Côte d'Ivoire, on a déjà détruit 90% des forêts ivoiriennes. On ne peut pas de miracle économique de la Côte d'Ivoire, de cacao, mais on ne vous dit pas les conséquences. Les conséquences sont là. Et ces conséquences ont aussi pour effet... Les changements climatiques. Non, voilà, avec la poussée de désert au niveau du Burkina, c'est ce qui impose que des gars qui sont dans les villages aux confins du Burkina, qui n'ont plus de village, font comment? Ils vont migrer, ils vont descendre en Côte d'Ivoire. Et ça va donner la catastrophe que nous commençons à entrevoir même au niveau du Cameroun. Où les gens coupent les arbres, vous avez une belle ville comme Douala, une ville en pleine forêt équatoriale, mais il n'y a pas d'arbres dans les rues. Et les gens trouvent ça normal. On continue, la mangrove là, elle est en train d'être décimée, pratiquement. Personne ne dit rien. Même sur le plan halieutique, vous savez que les mangroves sont de véritables pouponnières pour les poissons. Après, on va continuer à manger des surgelés qui a fait 12 mois dans les cales des bateaux et qui n'ont aucun apport nutritif. Et on va trouver ça normal. Donc, voilà les problèmes. Et ces problèmes-là, je continue de dire, il ne faut pas que nos décideurs pensent que les populations ne perçoivent pas, n'est-ce pas, ces exigences-là. Les populations les perçoivent. Ils perçoivent justement que on aurait pu faire mieux si on avait notre type de leadership. La question donc de l'endettement de l'Afrique vis-à-vis de la Chine. Mais oui, il sera dans les trames, n'est-ce pas, de ce que présage ce téléspectateur, si rien n'est fait. Si nous restons là à être des gens qui attendent tous les autres. On attend tous les autres. Les dons vont venir, la Chine, la Russie, tout le monde va venir nous aider. Et nous, localement, on ne s'organise pas, question d'organisation, on règle là-dessus, pour justement essayer de limiter la casse. Parce que là, on a une culture de recevoir sans rien transformer qui pose un problème. J'aime prendre cet exemple. Admettons seulement que la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Nigeria et le Cameroun se mettent ensemble dans un hub, n'est-ce pas, où ils vont vendre leur cacao ensemble avec des normes édictées par eux, mais surtout avec des conditionnalités qui sont les leurs. La bourse de Londres ne va plus fixer le prix du cacao. Tout à fait. On peut décider que c'est la bourse d'Abidjan qui va dorénavant fixer le prix du cacao. Seulement cela. Il y avait des conditionnalités. Notre cacao qu'on vend, à vous que vous l'achetez, vous êtes obligé de transformer au moins ceci, 60% de ce cacao. Ça va doper complètement l'économie de certains de nos pays. Ça va nous mettre à un autre niveau de développement. Mais pourquoi on ne le fait pas? Parce que bon, il faut faire des coups d'État, installer Ouattara au pouvoir, à Madjaro, mettre le fils de Madame Ouattara, et puis bon voilà, on continue de tout pomper et d'envoyer à l'extérieur. Après, les gens vont venir vous dire que les Africains ne travaillent pas assez. Qui produisent ce cacao-là? Ce ne sont pas les mêmes Africains. Je vous rappelle que nous avons des nos biceps sont des véritables
comment dire ça, vérins hydrauliques. C'est ça qu'a conçu les Américains, là. L'accumulation primaire de leur capital. Au-delà de l'esclavage, c'est quoi? Ce sont les champs de coton, de canne à sucre et quelques minéraux. Il faut le dire, il faut dire ça. Et c'est les Noirs qui travaillent là-bas, c'était pas... Il ne faut pas rêver. Donc je pense sincèrement que les problèmes qui sont posés là sont réels. Oui. C'est à nous de savoir prendre le meilleur parti de ce nouvel environnement qui s'offre à nous, qui nous ouvre les bras. Nous devons muscler notre capacité scientifique. Nous devons refonder l'école africaine, l'orienter davantage vers des secteurs productifs, mais sur des secteurs innovants. Il n'y a pas que les services, parce que même quand on nous parle de l'économie numérique, c'est encore les services. Il faut qu'on aille aux fondamentaux, avoir le know-how pour avoir l'agriculture intensive, pour nourrir nos populations dans les secteurs industriels, dans les secteurs des métiers, des petits métiers techniques et technologiques qui vont nous permettre d'avoir une masse quand même de travailleurs capables d'être en adéquation avec ces investissements qui arrivent. Vous vous souvenez de chemin, non, c'est pas le pipeline de Doba, Tchad-Cameroun. À un moment donné, on était en manque de chaudronniers. Mais comment, qui peut l'expliquer? Avec toute cette ordre de chômeurs que nous avons dans nos villes. Quand on fait des programmes économiques, on structure les budgets. Qu'est-ce qu'on met dans la formation? Je vois le centre de formation de Bassa. Mais on devrait avoir comme ça des milliers partout au Cameroun. C'est une coopération coréenne en plus. On devrait avoir des milliers comme ça au Cameroun. Donc je continue de dire qu'il nous faut des réflexions intégrées. Il nous faut des formes de solidarité de point de vue de comment nous envisageons l'économie de notre sous-région, etc. Mais ça peut se faire que dans le cadre d'une unité politique. Et la CEMAC, à mon sens, ne joue pas encore pleinement ce rôle-là. L'Afrique n'a pas besoin de bases militaires pour combattre le djihadisme et le terrorisme que vous avez fabriqué. L'Afrique a besoin de pôles de savoir, des pôles d'excellence à tous les niveaux pour former les ingénieurs, certes, mais aussi des agents de maîtrise, des techniciens qualifiés, des gens qui sont capables d'utiliser les cerveaux pour créer l'innovation. Et ça, ce n'est pas impossible, puisque nous voyons les jeunes Africains le faire au quotidien. Et on ne les protège même pas. Ce Zimbabwéen qui a fabriqué une télévision qui fonctionne sans énergie électrique. Oui. N'est-ce pas qu'il a été... On est venu le chercher au Zimbabwe, on l'a mené aux États-Unis, le gars est porté disparu. Et plus tard, c'est un blanc-bec qui reprend son projet et on ne voit plus ce Zimbabwéen nulle part. Donc, il y a des milliers de génies comme ça. Quand je prends cet exemple, c'est de montrer comment nous sommes même incapables de protéger nos génies. Ceux qui peuvent nous permettre de faire le pas qualitatif et de franchir le gap qui nous sépare aujourd'hui de ce qu'on appelle les pays qui sont en train de construire la croissance par le biais de l'innovation. Merci à vous, Passion Parfum d'Homme. On est également arrivé au terme de cette émission. Peut-être 30 secondes pour peut-être sortir. Peut-être un dernier mot. Simplement rappeler qu'il y a encore, je pense en 2021, la Chine annonçait qu'elle renonçait à 23 prêts. Elle allait alléger les dettes de certains États africains. Donc, je pense que ce processus est entré, du moins, je pense que ces dettes ont été plus ou moins allégées, du moins, avant, il était question que ces dettes soient allégées avant l'échéance même. On parlait d'ailleurs de 2021. Donc, il y a donc ces relations-là, en tout cas, qui sont de plus en plus critiquées. Cette guerre géopolitique, comme on la présente, entre les puissances, les grandes puissances, la Chine, les États-Unis. Aujourd'hui, on parle même d'ailleurs des BRICS, comme vous l'avez si bien suivi ce matin. C'est une guerre géopolitique sur le terrain africain. L'Afrique doit certainement savoir frayer son chemin et pouvoir se positionner ou se repositionner. Alors, on va sortir en 30 secondes. Monsieur Bertrand Tatinda, peut-être un mot. Bon, un mot pour dire que oui, le monde change, les temps changent. Les Africains, il faut les comprendre. Nous avons encore quelques rescapés
quelques rescapés de la France-Afrique, c'est-à-dire que des chefs d'État qui doivent et qui ont eu leur premier pantalon offert par un missionnaire français ou un coopérant français, qui ont été à l'école parce que la coopération française et les gouverneurs français ont envoyé à l'école. C'est une génération en voie de disparition. C'est des patriotes. Je crois qu'il ne faut pas bousculer les leaderships de façon assez brutale, parce qu'on s'est souvent rendu compte que des agités dans l'opposition, quand ils arrivent aux affaires, c'est très compliqué. Certains ont embarqué même les États dans des voies sans lendemain. Mais il faut se dire aussi déjà qu'il y a aussi une forte poussée de ce qu'on appelle la société civile. Il y a une forte poussée de ce qu'on appelle les intellectuels africains. De plus en plus, les Africains sont extrêmement brillants dans ce qu'on appelle l'intelligence économique, l'intelligence artificielle, l'intelligence stratégique, de façon que vous ne pourrez plus être avec votre costume, cravate et dire je suis chef d'État, je décide de bouger. Ça sera aujourd'hui très compliqué. Il faudra justifier de ses choix. Il faudra mériter le poste de chef d'État. Il faudra avoir un bilan, parce que la nouvelle donne veut qu'on ne puisse plus accepter que chaque année, des millions de nos enfants vont se jeter dans la Méditerranée parce qu'ils se rêvent d'une vie en Europe. Je vous donne la ville de Marseille, par exemple. 60% de la ville de Marseille, aujourd'hui, est contrôlée par des cartels sud-américains de drogue. 60%. Et la semaine dernière, il y a eu 3 enfants de 16, 20, 21 ans assassinés à la Kalachnikov parce qu'ils contestaient des parts de trottoirs qui rapportent en moyenne 20 000 euros par semaine. Vous voyez la dégénérescence même sur le plan économique des États européens. Mais une forme de jeunesse africaine, même dans un contexte comme celui-là, rêve, garçon comme fille, d'avoir un semblant de vie meilleure. Donc, à nous, justement, de comprendre que c'est terminé, de construire nos pays, d'être de véritables patriotes, parce que j'ai comme l'impression aujourd'hui qu'un chef d'État patriote ne peut plus être renversé et bousculé, même par des mouvements rebelles et même par des puissances occidentales. Merci à vous, en 30 secondes. Oui, le pont de Bachir a fait ma journée, comme on dit vulgairement au quartier. C'est une très très bonne nouvelle. Elle est rafraîchissante. Elle met de baume au cœur. Elle nous demande quand même que toutes ces années-là où nous avons cravaché dur, nous avons été comme des espèces de voix qui crient dans le désert, n'ont pas été vaines. Ça apporte des fruits et c'est ce que nous espérons. Ça apporte des fruits parce qu'enfin, ça va créer des conditions pour créer le rêve ici localement en Bertrand et empêcher que nos enfants aillent affronter le désert et la Méditerranée, parce qu'ils vont créer le rêve localement. Ils verront comment leur environnement immédiat se transforme au quotidien, comment leur vie se transforme au quotidien, comment ils sont valorisés, comment ils prennent de la dignité. C'est ce que nous demandons. Donc ce n'est pas une opération pour protéger qui que ce soit. De toute façon, le monde de demain sera un monde de résultats. Si vous n'êtes pas à votre place, vieux ou jeune, de toute façon, vous serez bousculé. Ça n'a rien à voir. Le monde de demain, les gens demandent des comptes. Quand vous avez cette armée de berserkers bardés de diplômes qui nourrissent, ça doit vous parler. C'est une bombe à retardement. Donc, on n'a pas le choix que de prendre des décisions hardies qui vont permettre justement à entretenir ce rêve, à créer ce rêve pour ce jeune-là ici. Et ça passe par quoi? Ça passe par la formation, ça passe par la domestication de la science, ça passe par l'intégrité de nos dirigeants, ça passe par un certain nombre de caps qu'on est obligé de prendre pour nous aussi créer des développements ici chez nous et permettre, n'est-ce pas, à nos enfants, à nos petits-enfants de tracer les cas dans lesquels ils vivront demain. L'une des erreurs de l'Afrique post-coloniale, n'est-ce pas, c'est tous ceux qui sont restés dans la fausse colline de l'Occident, c'est de ne pas penser le lendemain. Les autres, quand vous parlez des Américains, vous parlez des Russes, même des Chinois sur lesquels on tape, le problème des Chinois c'est quoi? C'est de créer des moyens pour que les Chinois du 23e siècle puissent vivre mieux. Et ça, on ne peut pas le leur en vouloir. On ne peut pas le leur en vouloir. C'est à nous de nous rendre compte de cette réalité-là et de créer des conditions pour que, bon, bref, ce soit le gagnant-gagnant. Merci donc à vous également, M. Patient Parfum, donc une fois de plus, M. Bertrand Tatinga. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous, chers téléspectateurs. Merci à M. Peter qui est passé ici aussi ce matin à travers le téléphone. À Bachir, du côté de Bangui. Voilà, donc on met un terme à cette autre édition de For You Matin sur For You Media Africa. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.